À Pan M360, je suis avec Lorraine Pintal, metteur en scène bien connu et ex-chef du Théâtre du Nouveau Monde pendant une très longue période, maintenant libéré, semble-t-il que pas complètement. Et Simon Rivard, chef d'orchestre, qui, avec Lorraine, prépare une opérette de Johann Strauss II qui a été composée en 1874. Donc évidemment, on se retrouve dans la période romantique avec le Johann Strauss II, donc de la grande famille des compositeurs de valse. Et là, on a une opérette qui, avec une trame dramatique qui sera présentée, qui est actuellement préparée. En répétition. C'est la première soirée où on arrive dans cette magnifique église. C'est une salle, la salle Richemont, qui nous permet vraiment une occupation d'espace étonnante pour une opérette. Alors, nous, tant qu'à déposer des tables un peu partout, on s'est dit pourquoi pas donner l'impression qu'on est dans un cabaret allemand ou viennois d'aujourd'hui. On n'est pas très d'époque, hein? On varie, nous, on est assez anachronique, mais l'important c'est l'atmosphère de cabaret dans laquelle vont baigner les spectateurs, donc les chanteurs, chanteuses vont se promener dans la salle et il y aura un narrateur. Je pense que la meilleure solution pour permettre à certains dialogues d'être tassés un peu, c'est le narrateur qui nous permet de suivre le fait dramatique, exactement. OK. Simon, comment avez-vous entrepris ce projet-là, avec les décors, avec la mise en scène, avec la trame théâtrale? Comment vous y êtes-vous? C'est-à-dire que musicalement, on ne peut pas être aussi anachronique que dans le théâtre parce que la musique a été composée à une certaine époque dans un certain style très précis et ce style-là a été noté par Johann Strauss au millimètre, à la microseconde près. Alors, nous, l'orchestre et les chanteurs ont chanté dans un style qui est très viennois. Alors là, ça a été d'inculquer ce style-là, d'éduquer les jeunes chanteurs parce que c'est pas une œuvre qui est très joué en Amérique du Nord, alors, comparé à Vienne, par exemple, où c'est joué à chaque année. Oui, ça fait partie du répertoire. Exact. Ben, au Nouvel An, c'est joué à chaque année à Vienne, et les musiciens qui le jouent, et ils ont une bouteille de bière à côté, puis c'est vraiment très à la bonne franquette. Ils n'ont pas besoin de répéter. Tout le monde le connaît par cœur. Le public connaît par cœur. Les chanteurs connaissent par cœur. Alors ici, c'est un peu différent. Il faut inculquer ces traditions-là. Il faut les partager. Il faut vraiment que cette musique-là fasse partie de nous. Alors, le processus de répétition avec les jeunes chanteurs, avec l'orchestre, ça a été un peu de partager ce style-là pour que tout le monde s'entende sur un langage commun. Oui, mais on voit souvent ça, des différences d'époque entre image et son. Souvent, c'est le contraire. On voit que le son, par rapport à des films d'époque, est actualisé. Là, c'est complètement le contraire. Il y a des films qui se passent en 1920, par exemple, et on y ajoute des chansons modernes très récentes. Alors là, c'est exactement le contraire qui se produit. Et j'imagine que vous avez veillé à ce que ça soit cohérent. Oui, la cohérence, on va l'apercevoir, je pense, au fur et à mesure qu'on va occuper la salle ici et qu'on va faire des enchaînements. Mais c'est assez habituel au théâtre qu'on prenne des œuvres d'une certaine époque et qu'on leur donne un art contemporain. Parce que, comme le dit Simon, c'est très solide. La musique est magnifique. Il y a des airs, mais alors là, qui sont des défis pour les jeunes chanteurs. Là. C'est très impressionnant de les voir, ces jeunes-là. Johann Strauss II a souvent été méprisé pour rien. Parce que c'est un grand ami de Brahms, je me souviens bien. Et donc, il était... un art trop populaire? Ouais, trop populaire, enfin... Et dans le bon sens du mot. Oui, mais c'est le phénomène général de snobisme. La valse. De toutes les époques, il y en a toujours. Le compositeur préféré de Richard Wagner, ce qui est un peu particulier, parce que Wagner, qui a composé la trilogie, et lui, son péché mignon, si on veut, c'était Johann Strauss. Il admirait Johann Strauss. C'est vrai, ils avaient une relation d'amitié très forte, Johann Strauss et Richard Wagner. Oh, mais c'est parce qu'il y a une maîtrise dans la composition qui est assez exceptionnelle. Des chœurs, c'est ça. Le travail des chœurs que Simon a fait avec les chanteurs, c'est assez impressionnant. Ils seront 25 à peu près là, sur la scène. Alors, c'est pas une petite production. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la proposition qui a été faite par Ricave, c'est le fait qu'on est aussi en apprentissage. Parce que ce sont des jeunes professionnels, mais en même temps, moi, je considère que j'ai un mandat, non pas de formation, mais de sensibilisation, de passation d'un certain savoir à des jeunes qui se retrouvent à jouer des personnages et à défendre des caractères
c'est pas psychologique à outrance, parce que le livret est quand même assez de type boulevard français, Oui. mais malgré tout, les airs viennent ajouter une dimension plus dramatique. Et moi, ce que j'aime beaucoup de la finale, c'est cette vengeance de la chose. Oui, la vengeance. Ah, ça, j'adore, parce qu'à la fin, on peut penser que ce qui a été présenté comme une grande comédie populaire, dans le bon sens du mot, quand on soulève les ailes de la chauve-souris... Oui, mais ce serait bien d'ailleurs qu'on puisse rappeler la trame dramatique elle-même. Strictement pour le plaisir de nos auditeurs et les gens qui visionnent cette interview. Oh, mais écoutez, c'est des histoires de coquillage et de mon mari. Oui, c'est ça. Alors, il y a ce fameux bal organisé par Orlovsky. Et c'est la vengeance d'un personnage qui s'appelle Dr. Falk et qui s'est fait humilier par Eisenstein à une certaine époque, 4 ans avant, et qui décide de se venger. Et grâce à la complicité de Orlovsky et de d'autres, il amène Eisenstein dans un bal avec sa femme déguisée en comtesse. Et donc, il se fait prendre au piège complètement. Tout ça dans un laps de temps très court parce qu'il vient d'être condamné à 8 jours de prison. Donc, c'est la nuit qui se passe au bal d'Orlovsky qui lui permet de vivre un peu sa vie de jeune homme avant d'être emprisonné. Et le dernier acte se passe en prison, et c'est là où tout se révèle, parce qu'il y a des déguisements, évidemment, des métamorphoses. Eisenstein se transforme en avocat et prend sa femme au piège, mais finalement, c'est lui qui est pris au piège. Alors, c'est très bien monté, très bien tissé comme trame dramatique. Donc, pour une metteuse en scène de théâtre, c'est très agréable à faire. En avez-vous fait souvent des opéras en tant que metteur en scène? J'en ai fait. Écoutez, je ne sais plus. Beaucoup. Pas du tout, j'en ai fait 2. Alors, j'ai fait le Wojciech de Buchner au Centre d'art d'Oxford avec Yannick Nézet-Séguin. Et donc, il y a quand même une façon différente de travailler. Oui, c'est assez... moi, j'adore la musique, là. Je ne lis pas la musique, alors Simon, tu es le grand Manitou de ce spectacle. Mais je possède assez bien, je pense, les rouages du théâtre et des intrigues. Et ils sont quand même, ils viennent de l'international. Alors, il y a tout le français qui est le grand défi. Alors, le fait que, évidemment, je travaille dans cette langue, alors j'espère que j'arrive à leur donner cet amour des mots, cet amour de la langue et la difficulté qu'ils ont de chanter en français. Ça, oui, avec le parler français opératique. Là. Oui, et le grand français. Oui, mais il y a toute une façon de prononcer dans l'opéra français qui est très précis. Il faut apprendre, même si on est francophone. Et la rythmique. La rythmique, la façon de... Même la prononciation est différente. Parce que souvent, dans l'opéra français, on roule les R, alors qu'on ne roule plus les R depuis très longtemps. Mais là, on les roule. Là, on les roule. Oui. C'est aussi particulier parce que c'est une traduction. Cette musique de Johann Strauss a été écrite pour l'allemand. Oui. Et là, ça a été avec un certain rythme, une certaine vitesse, un certain style. Et là, mettre des mots français, ça change un peu la rythmique même du français. Alors, on doit chanter en français sur de la musique qui a été faite en allemand. Alors, on doit aussi, pour que ça ait du sens au niveau poétique, il y a dû avoir certains mots, certaines illusions qui ont été incluses qui rendent le français encore plus difficile que si le livret avait été écrit directement en français. Oui, alors, ça ajoute, tu sais, on a des mots comme « itou », à un certain moment, on dit ça, mais c'est juste parce que ça fonctionne avec la rime, puis il fallait mettre le mot « itou ». Mais tu sais, pour des gens qui viennent des États-Unis, ce mot-là, en français, puis ils vont essayer de le trouver dans le Larousse, ça va faire archaïque, le plus utilisé, tout ça. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Pour nous, c'est drôle. Et si on parle de la distribution, enfin, vraiment l'orchestre lui-même, qui a été constitué pour cet événement. C'est l'Orchestre classique de Montréal. Oui. Alors, l'Orchestre classique de Montréal, c'est un ensemble qui existe déjà et qui est en collaboration avec l'UQAF. Donc, ils ont été engagés par l'UQAF pour faire ça. Puis je pense que c'est nécessaire qu'un orchestre qui se connaisse déjà. On ne prend pas un pick-up. C'est ça, pas un pick-up, parce que c'est tellement difficile pour le style qu'ils doivent déjà se connaître. Sinon, c'est tout à recommencer from scratch, là, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Alors, c'est des musiciens chevronnés, des gens qui étaient au conservatoire, qui étaient à McGill ou qui viennent de l'international, et ça fait vraiment très rapidement un produit de style. OK. Et donc, vous avez déjà travaillé avec cet orchestre-là, j'imagine, auparavant. Oui. J'avais fait le Messie il y a 2 ans, j'ai fait un concert en avril. Ils ont une saison à eux depuis très longtemps. Oui, exact. Maintenant, la fusion entre justement cet orchestre et la distribution, les chanteurs, les solistes, comment
ça s'amalgame aussi? Ben, ça s'annonce bien parce que, bon, l'orchestre arrive demain officiellement avec les chanteurs. C'est ça, il est arrivé aujourd'hui. On a eu une répétition avec les chanteurs. Fait que normalement, à l'opéra, le processus, c'est que les chanteurs répètent avec piano Avec piano. et avec l'orgue, avec les metteurs en scène, et ils vont placer la mise en scène. Moi, je suis là, mais plus à titre symbolique. C'est-à-dire que je vais répéter un peu avec les chanteurs et le piano, mais c'est vraiment dans la semaine de production où l'orchestre, on a une répétition seulement l'orchestre. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une Sitzprobe, c'est un mot allemand qui veut dire répétition assise. On peut aussi dire répétition à l'italienne, où les chanteurs sont assis et l'orchestre joue et les chanteurs chantent avec l'orchestre, mais sans avoir besoin de faire la mise en scène, sans costume, sans rien. Ensuite, on peut avoir une Wandelprobe. Wandel, ça veut dire se promener. Alors, c'est l'orchestre et les chanteurs, mais maintenant qu'ils se promènent dans le décor. Alors ça, on a ça demain soir. Et ensuite, on a des générales avec piano, parce que l'orchestre coûte cher. Alors, on ne peut pas avoir l'orchestre tout le temps. C'est mieux d'avoir, la première fois qu'on a les costumes, qu'on a les décors, c'est mieux d'avoir piano, comme ça coûte moins cher. Comme ça, les chanteurs savent où aller. Et ensuite, on met l'orchestre. C'est vraiment par des couches. On met l'orchestre, on met la mise en scène. On met avec piano, ensuite avec orchestre et la mise en scène. On rajoute les choses à chaque fois pour qu'à la générale, finalement, on ait l'orchestre, les chanteurs, la mise en scène, le décor et tout ça. À qui s'adresse ce concert-spectacle? Puisque, évidemment, au 19e siècle, l'opéra était le spectacle total. Il n'y avait aucun audiovisuel à ce moment-là. Alors, l'événement ultime de la fusion des arts était l'opéra. Et donc, évidemment, c'est pas un hasard que Wagner et Johann Strauss II étaient de grands amis. Un faisait dans le un peu plus léger, puis l'autre faisait dans le plus lourd, avec des trames beaucoup plus sombres. Et enfin, c'est une question de tétralogie. C'est quand même c'est pesant. Et alors que là, c'est un vaudeville quand même extrêmement bien conçu, vidé au quart de tour, etc. Mais je souhaite qu'il y a des jeunes dans la salle, évidemment. C'est sûr qu'il y a un public là, qui est avide d'opérette ou d'opéra. Oui. Alors, la chauve-souris est quand même très connue. Alors, il y a des gens qui vont être dans la salle et qui vont vouloir juste entendre ou voir ce qui se fait maintenant. Surtout, comme tu dis, c'est pas présenté si souvent en territoire québécois. Mais si on peut rejoindre le plus de jeunes possible pour les initier à ce genre musical, parce que c'est très, très accessible. Très. Alors, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les grands publics. J'imagine que ça devait être ça en 1800. Oui, mais maintenant, il y a une compétition à l'opéra. À l'époque, c'était là où les gens allaient se divertir au sommet. C'est-à-dire que si on pouvait accéder à l'art total avec le grand événement, mais c'était maintenant, il y a une sévère compétition de la part des médias et de la musique pop, enfin, de la plupart des événements. C'est rare. On va demander une certaine participation au public. On ne leur demandera pas de chanter, mais ils vont être là. Les chanteurs vont se promener parmi les spectateurs. Alors, ils font partie du spectacle, donc il y a une interaction qu'on crée. Ils font partie du cabaret. Oui, en fait. L'opéra reste au même titre que le théâtre. Oui, tout à fait. Mais c'est plus global. C'est plus global. Oui, c'est ça, c'est un art global. Mais aussi, on est un peu aux sources de l'opéra, parce que l'opéra, quand c'était créé en 1600 à l'Académie florentine de la France, mais c'était un art de chant. C'était un art qui était très privé. C'était pas encore au maître et les grandes scènes que Joseph Pelletier. C'est un art de l'intime. C'était de la musique de chambre. C'était pas des aussi gros orchestres. Alors, c'est vraiment les sources de l'opéra de faire ce genre de production-là. Pourquoi celle-là en particulier, on est aux sources de l'opéra plus que... Ben parce qu'on est en formule cabaret, on est en formule plus intime. Même si la salle, le plafond est haut, ben la scène est à droite. C'est quoi la capacité de cette salle? 300 environ, à peu près. Il n'y a pas la scène, l'espèce de proscenium, mais après ça, il n'y a pas le public qui est complètement séparé. On a aussi une scène qui rentre dans le public presque. Puis aussi, c'est un spectacle qui s'adresse aux amoureux de la musique et aux amoureux du théâtre et aux amoureux de l'humour d'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire que la musique de Johann Strauss n'est pas comme la musique de certains autres compositeurs, il faut vraiment comprendre le drame pour pouvoir embarquer. Il y a une mélodie par deux mesures. À chaque minute, il y a une nouvelle mélodie qui rentre. Fait que si toi, tu veux ce soir-là décrocher, puis tu veux pas rentrer dans l'intrigue, pas de problème, tu vas passer une très belle soirée quand même, parce qu'il y a des thèmes à chaque 3 secondes, c'est tellement joyeux, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement pétillant. Ou si tu veux
seulement t'intéresser à l'histoire, ben, tu peux vraiment te perdre dans les chassés-croisés amoureux de déguisement et de codifiage. Si c'est l'humour, ben, il y a de l'humour aussi. C'est très drôle. 3 minutes. Et ils sont drôles. Ils sont très drôles. Alors, il y en a pour tout le monde. Là, ça. Excellent. Sans dire qu'on est tombé dans l'opéra bouffe ou l'opéra de bouffe, mais il y a quand même Ouais, il y a tout style bouffe. Hein. Oui, mais même les compositeurs romantiques et même classiques, je sais pas moi, ils faisaient tous les deux. Ouais, c'est Ils faisaient ça. tous les deux à l'époque. Là. Et donc, L'art du divertissement. oui, ils divertissaient, mais il y avait une partie de leur carrière qui était dédiée à quelque chose de plus consistant, entre guillemets, qui était plus visionnaire, plus dur, difficile d'accès, plus difficile à digérer, mais ils gagnaient leur vie souvent en faisant le reste. Ben, c'est pas mal comme ça aujourd'hui encore. C'est comme ça. On vit un peu avec deux têtes. Hein. Exactement. Alors, ça n'a pas beaucoup changé. Plus que jamais en ce moment. Oui, d'ailleurs. Il y a eu une époque qui était un peu plus Moins polarisante. moins polarisante, plus encline à permettre des carrières dans la substance, entre guillemets. Maintenant, si tu fais seulement ça, C'est impossible. tu changes de métier. Ouais, c'est ça. On peut. On peut toujours. Ouais. Mais moi, je considère que c'est du grand art, Exactement. la chauve-souris. Toi, c'est pas du divertissement, Non, c'est non, du grand. c'est du grand art. Simon, vous pensez ça aussi? Je suis 100% d'accord. C'est vraiment une pièce qui est non seulement du grand art, mais qui est vraiment une occasion pour ces jeunes-là. Parce qu'on aurait pu faire n'importe quelle opéra qui commence déjà Le piano, on Le nous entend piano. le piano. Ben, avec on rappelle Esther. les dates, le lieu. Les 10 et 11 août. Donc, en soirée le 10 et en matinée le 11. Vous savez qu'on a 2 distributions. Et Hein. cette salle est très connue pour certains. Ben, pour des cocktails ou Pour des des soirées cocktails, ça, pour corporatives. Pour des événements. Mais non, privés. c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, ouais. Moi, c'est le défi. Quand on m'a dit qu'on travaillerait dans un lieu non théâtral, non musical, moi, j'adorais ça. Et on rappelle le nom de la salle? Richemont. Maison Richemont. Ouais, salle Richemont, Salle sur la Richemont. rue Richemont. Enfin, on est Oui. au 550 Richemont. On n'est pas loin du marché à Toit. Tout près Facile. du métro. Près du Georges métro. Vanier Georges Vanier. C'est Georges Vanier. Georges Vanier que je viens Ouais, de- on peut pas dire que c'est pas accessible. Non, c'est impossible. 5 minutes à pied de Georges Vanier, on peut pas rentrer. Non, exact. Laurent Pintal, Simon Rivard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va aller travailler.